Alors on va finir par se lasser des invités exceptionnels au Grand O, mais franchement celui-là est vraiment particulier. Élu pour la première fois député en 1978, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier secrétaire du PS, ancien défenseur du non à la Constitution européenne, éléphant du PS donc, et maintenant président du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et des consignations. On y reviendra plus tard. Bonjour Henri Emmanuelli. Bonjour. Alors là je n'ai fait que résumer votre CV. Pour résumer un peu l'image que vous avez, c'est quelqu'un d'entier politiquement, puisque vous n'avez pas hésité à défendre le non à la Constitution européenne. Vous voulez dire frustre ou entier? Non, entier. Entier. Je choisis mes mots. Contre votre parti, vous l'avez défendu le non, au risque de vous faire virer de tous vos mandats électoraux, comme le souhaitait Ségolène Royal à l'époque. Mais bon, vous faites aussi un peu figure de grande gueule, en témoigne le doigt d'honneur à l'encontre du Premier ministre de la République française. C'est pas pour lui, mais bon, on y reviendra. Alors, c'est s'adresser au député maire d'Orléans, mais bon, de Chartres. Mais au moins vous défendez vos convictions de manière totale. Vous représentez l'aile gauche du PS aujourd'hui et vous n'avez pas vraiment retourné votre veste idéologiquement parlant. Et c'est d'autant plus intéressant que, vu que vous n'êtes pas au gouvernement, vous allez parler un temps soit peu librement. Et justement, on a pas mal de questions à vous poser. Marine. On peut toujours rêver, hein. Bon alors déjà, bonjour Monsieur Emmanuelli. Donc déjà, on va par rapport à l'actualité, votre avis en fait sur le rapport gallois, qui a suscité beaucoup de réactions. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème de compétitivité en France, mais je ne suis pas certain qu'il se situe sur le coût de la main-d'œuvre. Alors, ça mérite un peu d'explication. On est là pour ça. Si on prend le coût de la main-d'œuvre dans l'automobile en Bavière, il est supérieur chez Volkswagen, hein, il est supérieur à ce qu'il est chez Peugeot ou chez Renault, hein, de près de 30%. Si on prend en revanche le coût de la main-d'œuvre pour ramasser des fruits en Allemagne, il n'y en a pas beaucoup, mais des légumes dans l'Est allemand, alors là, comme on fait venir des Roumains, des Bulgares, on les paie 6 € de l'heure. Donc dans ce secteur-là, oui, elle est moins chère. En fait, je sache, notre export ne repose pas sur les fruits et légumes en France. Donc moi, je pense qu'il y a un problème de compétitivité, mais qu'il est d'abord dû à la stratégie industrielle, et je vais dire quelque chose qui fera peut-être pas plaisir aussi quelque part, à la qualité de nos dirigeants d'entreprise, pour certains. Ils n'ont peut-être pas tout à fait bien anticipé l'avenir. Je trouve que le secteur automobile est parlant. Les marques françaises, Peugeot, Renault, ont déserté le haut de gamme. Je ne pense pas du tout que ce soit dû à l'incompétence de nos ingénieurs. Je pense que c'est simplement la stratégie qu'on leur a imposée. Pourquoi est-ce que il y a une Audi quadrimotrice et qu'il n'y a pas une Renault ou une Peugeot quadrimotrice? Mais est-ce que le problème vient du fait que dans l'industrie automobile, on est surtout 3 grands groupes qui sont Renault et Peugeot et Citroën, et en fait 2 grands groupes Renault et PSA, et que au final cette concentration nuit un peu au fait qu'il puisse y avoir des stratégies diversifiées et qu'on soit un peu toujours dans le même moule? En Allemagne aussi, il y a une grande concentration autour de Volkswagen, etc. Non, je pense que c'est vraiment la stratégie. Si vous voulez, si on veut faire simple et un peu caricatural, hein, je crois qu'on a dit à nos bureaux d'études, vous me faites la voiture la moins chère, celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix, mais vers le bas, que dans l'industrie allemande, on a couvert toute la gamme et qu'on n'a pas hésité à dire à du bureau d'études, vous nous faites ce qu'il y a de mieux et on verra le prix après. Et c'est en train de changer? Et c'est en train de changer, j'ai pas le sentiment, là je suis en train de changer de voiture pour une institution. J'ai essayé les 3 hauts de gamme français, je vais en prendre une parce que je veux faire plaisir à Arnaud Montebourg, hein. Mais franchement... Elles font pas rêver. Non. Mais donc il y a un problème en fait avec les dirigeants français de ces entreprises? Il y a ça, alors il n'y a pas que ça, il faut pas être caricatural aussi, mais il y a beaucoup de ça. Je pense qu'on a un problème de gamme. Vraiment un problème. Mais sur le choc. C'est pas vrai que pour l'automobile, c'est vrai pour des tas de produits. Mais le choc de compétitivité que Louis Gallois a proposé, qui est repris en partie. Le choc de compétitivité qu'il a proposé sur le plan du gouvernement, c'est ça qui vous intéresse. Oui. Moi, je pense que, je ne suis pas contre la méthode, mais je pense que le ciblage n'existe pas. C'est-à-dire, c'est une mesure globale qui va bénéficier à beaucoup de secteurs qui ne sont pas dans le champ concurrentiel international. Je pense aux services. Enfin, les services, il faut faire attention. Il y a 2 catégories de services. Il y a ceux qui sont productifs, et je le rappelle toujours, et ceux qui sont consommateurs d'impôts. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Mais je pense qu'il y a des secteurs entiers, l'énergie, par exemple, la grande distribution. Il n'y a pas de problème de compétitivité lié au coût de la main-d'œuvre. Donc c'est pas une réforme, c'est pas une réforme super bien pensée, quoi. Elle n'est pas ciblée. Et du coup, dans beaucoup de secteurs, il va y avoir
renforcements de marge qui vont être des renforcements de marge d'opportunité. Donc on peut pas. Je pense qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour se permettre d'aller renforcer les marges dans certains secteurs. J'en ai cité deux, hein, l'énergie, la grande distribution, mais il y en a d'autres. Les banques, les assurances, etc. Est-ce que le problème de la générale, c'est le prix de la main-d'œuvre? Non, je crois pas. Donc finalement, le rapport Gallois n'est peut-être pas la bonne solution. Bah, je vais voir Monsieur Gallois prochainement, puisqu'on s'est vu la semaine dernière à l'Assemblée, et qu'il faut qu'on se revoie pour la BPI, puisqu'il est commissaire aux investissements. Donc plus d'investissement qui est prévu par le rapport. Moi, je n'ai pas très bien compris, peut-être qu'il m'expliquera mieux que ça a été fait jusqu'à maintenant, pourquoi ils ont pris une mesure globale comme ça. Moi, je n'aurais pas l'idée d'alléger le coût de la main-d'œuvre pour les entreprises industrielles qui sont dans la concurrence internationale et en compétition avec le reste du monde. Pourquoi pas? Même si ça heurte quelque part mes convictions politiques, enfin, il y a un principe de réalité. Mais il y a des secteurs entiers où je ne vois pas, très franchement, ce que ça vient faire. Mais est-ce que quand on dit que le gouvernement a pris un tournant libéral avec ce rapport, c'est injustifié? Parce que c'est quand même un peu du dirigisme économique, au final, le plan de... Du dirigisme, mais alléger les impôts, c'est pas du dirigisme, hein, ça va plutôt dans le sens libéral, hein, il me semble. Et est-ce que c'est un tournant par rapport à ce qu'est promis Hollande? C'est pas en contradiction, oui. Moi, sur le vieux débat, hein, qu'on adore, depuis les premiers mois où on est à Sciences Po, et qu'on cultive ensuite toute sa vie sur la politique de l'offre ou de la demande, moi j'ai une vision très nuancée. Je pense que dire je suis pour la demande, c'est idiot, et dire je suis pour la politique de l'offre, c'est aussi idiot. En réalité, ça dépend ce qu'on veut faire. Bah, si on veut exporter, oui, c'est la politique de l'offre, hein. Si on veut un développement endogène, bah, il faut une demande. Donc, je pense que ce débat est un peu dépassé, hein, qu'il a cristallisé politiquement, idéologiquement, il est un peu dépassé. Donc, moi, je ne serais pas choqué, a priori, si au nom du principe de réalité, on dit bon, il faut alléger le coût de la main-d'œuvre dans tel et tel secteur. Ce que je peux comprendre tout à fait. Mais ce que je comprends moins bien, c'est qu'on n'est pas ciblé sur les secteurs qui en ont besoin. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que vos convictions, finalement, enfin, par rapport à vous et à vos sentiments, votre sentiment pour la politique, est-ce que c'est pas en désaccord, finalement, avec la politique du gouvernement? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce gouvernement? Je suis pas certain que ce gouvernement se soit posé ce genre de questions. Je pense que ce gouvernement est quand même confronté, et c'est ça la difficulté, est confronté à une situation gravissime. Moi, ça fait depuis 1900, je parlais tout à l'heure de mon élection en 78, ma première intervention à l'Assemblée, ça a été pour dire en 78, si on n'y prend pas garde, ce pays va devenir un pays de marchands, il sera appelé un pays productif. Ben, on y est, quoi, 30 ans après, hein. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je sortais d'une banque privée, où j'avais constaté, hein, ce n'est pas un coup de génie, hein, j'avais constaté simplement que j'avais des clients qui étaient dans la production industrielle, ils fabriquaient des pompes, ils fabriquaient des chariots élévateurs, et qui venaient vous voir un jour en disant finalement j'arrête la production, parce que ce sera beaucoup plus intéressant pour moi d'importer que je fabrique ici. Mais de l'autre côté, c'est un peu Ce sera plus intéressant pour moi d'avoir une marge commerciale que d'avoir un bénéfice industriel. Un bénéfice industriel, c'était à l'époque dans les 5 points, quand on faisait 5 points, c'était... Mais c'est grave d'avoir un pays de marchands au lieu d'un pays d'industrie. Bien sûr que c'est grave. Ça fait une balance commerciale à moins 70 milliards d'euros, au cas où ça vous aurait échappé. Mais finalement, enfin, si ça fait plus de 30 ans qu'on en parle, pourquoi les politiques, soit de gauche ou de droite, se retrouvent toujours dans une situation assez grave? Parce qu'ils ont tous fait Sciences Po. À ce moment-là? Et finalement, est-ce que vous remettez en cause finalement toute cette... Ah, mais ça, c'est peut-être votre avis, non, mais... Non, je plaisantais. Mais écoutez, il faut quand même un peu... Sur des sujets graves, il faut être léger de temps en temps. Non, je pense qu'il y a en France une vraie... Mais c'est une affaire séculaire, hein. Il y a une vraie méconnaissance du secteur productif, un désintérêt pour l'industrie. Posez-vous simplement une question. Pourquoi Colbert a dû faire des manufactures royales, d'après vous, hein? Pourquoi? Il n'y en avait pas ailleurs. Ben, chez nous, il en a fallu. Parce que chez nous, l'initiative privée ou l'épargne n'allait pas vers des manufactures, on appelait ça des manufactures à l'époque, spontanément. Hein. Il y avait toute une tradition de l'aristocratie qui considérait que se mêler au monde des affaires une forme de déchéance, alors que si on regarde ce qui s'est passé en Grande-Bretagne à l'époque, je parle de la révolution industrielle, la première, ah non, au contraire, c'était l'inverse. Les grandes familles aristocratiques britanniques se lançaient dans les affaires. Bon, chez nous. Donc c'est une vieille histoire, le désintérêt pour le secteur productif en France n'a pas 30 ans. Mais s'il n'y a pas une méconnaissance de la part de les politiques, justement, ces politiques qui viennent de l'ENA ou de Sciences Po, de grandes écoles, est-ce qu'il n'y a pas un problème justement par cette méconnaissance finalement
Vous êtes d'accord avec la critique des élites? Oui et non, parce que on est toujours dans la facilité avec ce genre de réaction quand même, hein. Les élites, elles sont comme les autres, elles sont comme les pas élites. Il y a des bons et des mauvais chez les élites, et il y a des bons et des affreux chez les pas élites, hein. Bon, donc non, moi je veux pas tomber dans ce genre de caricature généraliste, mais je pense en revanche que il y a, et c'est pas tout à fait le même sujet, mais c'est très proche, il y a dans la formation de nos hauts fonctionnaires une méconnaissance du secteur privé et du monde des affaires qui est assez étonnante. Et je le retrouve aujourd'hui, 30 ans après, à la Caisse des dépôts, qui a une série de filiales dans le secteur concurrentiel, et où je m'aperçois que la Caisse des dépôts est souvent ce qu'on appelle un sleeping partner, c'est-à-dire participe pas à la gouvernance, s'occupe pas vraiment de la gestion de ses filiales, tout simplement parce que il y a des gens brillants, mais qui sont pas rompus. Je veux pas dire, ils sont pas idiots non plus. Ils connaissent un tas de choses. Mais pour faire simple, ils comprennent pas toujours que dans le secteur privé concurrentiel, la personne qui est assise en face de vous n'a qu'un objectif, c'est vous dévorer. Ça, ils ont du mal à le comprendre. On va passer un peu à des questions un peu plus conjoncturelles. Nous, ce qui nous a étonné en préparant l'émission quand même, c'est toute la trajectoire quand même de Hollande, aussi bien idéologique dont on a parlé, mais aussi en termes d'opinion. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, Hollande, qui était quand même assez, même très populaire pendant la campagne, aujourd'hui, ça porte plus ou moins porté au pinacle à la fois par les médias et par l'opinion. Ah, vous savez, l'histoire de la Hollande, elle est pas simple, hein. Ouais, c'est pas faux. C'est un grand pays. C'est un grand pays. Non, je pense que contrairement à ce qu'on dit, François Hollande était tout à fait conscient de la gravité de la situation. Quand j'entends aujourd'hui tous ces commentaires qui viennent du système d'information, je dis pas de tel ou tel joueur, mais que système d'information qui tourne en boucle, hein, c'est-à-dire il y en a un qui dit quelque chose et tout le monde le répète. Quoi. Je me suis d'ailleurs beaucoup interrogé sur le côté moutonnier du système d'information, jusqu'au jour où un rédacteur en chef m'a dit, avec beaucoup de franchise, on évite de sortir du tunnel parce que comme ça on prend pas de risque. Hein. Voilà. Si on dit ce que dit tout le monde, on prend pas de risque. Donc aujourd'hui, la mode, c'est de dire Hollande n'était pas conscient de la gravité de la situation. Ça fait des années qu'on l'a sous les yeux. La situation qu'on a vu monter le chômage, qu'on a vu l'appareil de production se dégrader, qu'on a vu la part de notre industrie dans le PIB passer de 25 à 9,5 aujourd'hui. Mais la question, c'est sur son rapport à l'opinion. C'est pas la question de savoir s'il a fait des choses mauvaises. Oui, mais pourquoi il y a aujourd'hui une chute dans l'opinion? C'est parce qu'aussi il y a quand même les couacs, les machins, tous les matins on nous parle de ça, quoi. La réalité, c'est que je crois que François Hollande a fait un choix. Il connaît la gravité de la situation. Donc il s'est dit, ce qu'il y a de difficile et d'impopulaire à faire, je le fais tout de suite et au début. Et effectivement, il l'a répété dans sa conférence de presse d'ailleurs. Il a dit, je prépare pas la réélection en 5 ans, je prépare une nouvelle génération. Bon, c'est en général pas. Donc sa stratégie, c'est se faire détester dès le début pour ensuite remonter la pente. Oui, plutôt. Enfin, c'est une gagner façon. 2017. Je dirais pas ça comme ça. Mais oui, c'est le profil choisi, la trajectoire, comme on dit dans les affaires. Alors, c'est la trajectoire choisie. Juste. Est-ce que ça réussira ou pas? Ça, c'est une autre question. Juste à votre droite, il y a Libération de ce matin, donc mercredi jeudi 15 novembre, pardon, et qui dit la ligne droite en disant que les idées de Manuel Valls sont de plus en plus d'écho, vous qui représentez la ligne gauche. Est-ce que d'abord vous voyez ça comme ça, et si c'est le cas, est-ce que ça vous gêne un peu? Je crois que Manuel Valls est un bon ministre. Je vais peut-être agacer mes amis en disant ça. Je veux dire, bon ministre, il occupe son ministère. Hein. Après l'orientation, je crois qu'il faut faire attention. Par exemple, moi qui suis élu du Sud-Ouest, j'ai mal vécu et je vis mal l'affaire Aurore Martin. Pourquoi? Vous voyez ce que c'est? L'arrestation de la jeune femme qui a été livrée aux autorités espagnoles et qui est aujourd'hui incarcérée à Madrid au motif qu'elle appartient à un parti interdit en Espagne, Batasuna, mais qui est autorisé en France. Et comme elle était allée faire une conférence de presse à Pampelune, un juge espagnol a lancé un mandat d'arrêt européen. Et la semaine dernière, les gendarmes français ont arrêté cette jeune femme et l'ont livrée aux autorités espagnoles. Il faut savoir déjà que dans le Sud-Ouest, c'est ça, quoique M. Valls l'a pas tout à fait... Emmanuel l'a pas tout à fait mesuré. Il y a une allergie à la police espagnole qui remonte aux années franquistes. Hein. Dire qu'on prend un résident français pour le livrer. Donc ça passe mal dans à la Guardia Civile déjà. Donc ça passe pas très bien, même si il y a une démocratie en Espagne depuis de nombreuses années.
Mais il reste dans l'inconscient collectif quand même une. Puis deuxièmement, je comprends pas ce que cette mécanique du mandat européen qui fait que mandat d'arrêt européen, plutôt le MAE, qui fait qu'un juge espagnol, parce que lui décrète, peut arrêter quelqu'un dans un territoire où c'est pas illégal. Voilà, que c'est un acte terroriste de tenir une conférence de presse au nom d'un parti interdit, et que tout le monde est obligé de s'exécuter. Bon, là, je pense qu'il y a une grosse erreur qui a été commise. Il y en a une deuxième qui a été commise, c'est d'annoncer dans une interview à Madrid, en l'occurrence dans le journal El País, qu'il n'y aurait pas de communauté basque, etc. Je ne crois pas qu'il soit très astucieux pour un ministre de l'Intérieur français d'aller faire des déclarations à l'étranger sur des lois qui n'existent pas encore en France. Mais alors finalement, l'action de Manuel Valls... Tout ça, ça donne on assiste à une remontée de la tension à la question basque, quoi, qui était en voie d'apaisement, je le dis très tranquillement. Non, c'est une fois. Donc, terrorisme, la lutte contre le terrorisme, c'est bien, mais il faut pas que ça couvre tout et n'importe quoi. Donc François Hollande devrait peut-être moins écouter finalement son ministre. Pas sûr que François Hollande écoute son ministre, parce que ça c'est fait. Et, le pouvoir, ça fonctionne pas quand même au millimètre, hein, je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, pour être honnête, je n'en sais rien. La théorie officielle, c'est que des gendarmes arrêtent cette jeune femme par hasard pour un contrôle de police routier, je sais plus si c'était Alcotest ou quoi. Ils s'aperçoivent que c'est elle, qu'ils s'aperçoivent qu'elle fait l'objet d'un mandat européen, et qu'ils vont le livrer dans la journée même à la police espagnole. Bon, est-ce que l'intérieur a été avisé ou pas? Manuel Valls dit non. Madame Taubira dit moi non plus. J'ai du mal à y croire quand même. Bon. Mais est-ce que l'Élysée a été avisé? Ça, j'en sais absolument rien, quoi. Mais de manière plus générale sur le fait que le gouvernement par exemple, sur le droit de vote des étrangers. Par exemple, là, François Hollande a dit en conférence de presse, le droit de vote des étrangers sera adopté s'il y a les 3/5 au Parlement, mais je pense que vous le savez encore mieux que moi, il y aura pas les 3/5 au Parlement, donc ce sera Je sais pas. Est-ce que c'est pas encore un échec de la gauche? Parce que Mitterrand s'est heurté, et finalement François Hollande va peut-être... Un échec de la gauche. Moi, je suis pour le vote des étrangers, aux élections municipales, comme on l'a toujours dit. Sauf que vous voyez bien ce qui se passe. On se heurte à qui? On se heurte à une droite en France qui agite toutes les fantasmagories et qui essaie de faire de cette question un terreau du racisme. C'est ça qui se passe. Il y a qu'à écouter Monsieur Copé, y compris Monsieur Fillon. Il n'y a pas besoin d'aller écouter Madame Marine Le Pen, hein. Il y a écouter la droite dite démocratique qui fait de cette question un véritable terreau pour la montée du racisme. Alors, quand on est en responsabilité et qu'on fait preuve d'un minimum de réalisme, ce qu'on est obligé de faire, on dit attention, ce sujet est dangereux, et on le sait qu'il est dangereux. Est-ce que François Hollande dit si je peux le faire voter, je le fais voter, mais si c'est pour une nouvelle fois agiter la rue ou agiter les consciences pour déboucher sur un échec, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter, voilà. Donc moi je suis pour, j'ai même signé une tribune pour que ce soit le cas, mais je comprends aussi que c'est pas la priorité du quinquennat, quoi, hein. Pour moi, la priorité du quinquennat, c'est les 4 à 5 millions de chômeurs qui sont dans ce pays. Et c'est le passage de l'industrie à 9,5% du PIB. Ça, donc finalement, oui, ça c'est votre, voilà. Oui, ça je pense que c'est la priorité de nombreux Français. Donc finalement, tout ce qui est dépénalisation du cannabis, mariage pour tous, c'est finalement, on devrait finalement attendre. Mais la dépénalisation du cannabis, moi, j'ai regardé 2 expériences. L'expérience espagnole qui s'est pas bien passée. C'est-à-dire les résultats sont pas bons. Les rues de Madrid sont devenues un petit peu agité après la dépénalisation. Et en revanche, l'expérience portugaise où ça a été plutôt un succès. C'est-à-dire que la dépénalisation au Portugal a sorti d'une politique, hein, pas juste la dépénalisation comme ça, a donné des résultats, puisque si je regarde ce que dit la Commission européenne, ce serait le pays où le nombre de drogués, le seul, où il aurait un peu diminué, il serait au minimum stabilisé, voire un peu diminué. Partout ailleurs, ça continue à monter. Donc moi je suis pour. Ce qui s'est passé avec Vincent Peillon, c'est que c'était peut-être pas au ministre de l'Éducation nationale de le dire, quoi. Finalement, c'était un couac de plus. Voilà. Oui. Et vous êtes pour quoi? Vous êtes pour la dépénalisation? Franchement, vous êtes endormi le soir, vous réveillez le matin en disant, oh là là, cette question-là est vitale pour moi. Non, mais finalement, quand on voit le nombre, si finalement on appelle ça le Hollande bashing, mais finalement, même Libération, vous refaites ça et vous prenez 100 lignes, hein, avec, je conclue, je ne parlerai plus. Tous les verbes de la conjugaison, je vous préviens. Merci Monsieur Emmanueli. Mais finalement, est-ce que c'est pas justement les apprentis? Est-ce que finalement il n'y a pas un problème avec le PS au pouvoir? Est-ce que finalement c'était pas mieux dans l'opposition
Mais pourquoi? Parce que ce qu'on a vécu avant, ça vous paraissait... Ah non, c'est pas du tout mon avis personnel, mais non, mais est-ce je que finalement comprends, il n'y a pas une... Ça paraissait un fleuve tranquille. Peu, Non. Moi, pour ce qui me concerne personnellement, mais c'est un avis personnel, hein, le président de la République a été élu président de la République au suffrage universel. Moi, je respecte le suffrage universel par-dessus tout, le reste un peu moins, mais ça, oui. Et donc, c'est à lui de prendre ses responsabilités. C'est lui qui a nommé le gouvernement, parce qu'on dit Premier ministre, oui, d'accord, mais en général, le président n'est pas loin, quand même. Je le trouve trop nombreux, ce gouvernement. Alors, j'ai eu d'ailleurs l'occasion de m'en entretenir, je vous dirai pas avec qui. Il m'a dit, oui, mais il faut former aussi des gens, hein, il faut... moi je dirais, le gouvernement n'est pas une école de formation. Mais c'est vrai que quand on arrive avec un gouvernement nombreux, et quand même plus des 2 tiers ou des 3 quarts, ils n'ont jamais été en responsabilité, alors, vous avez un risque majeur de couac par rapport à ceux qui ont un peu de bouteille, quoi, voilà. D'ailleurs, mais est-ce que c'est étonnant? Enfin, c'est la loi de la vie quotidienne, quoi. Donc finalement, il y aurait quelques ministres à... il faut espérer qu'ils vont prendre vite. D'ailleurs, en parlant de couac, vous avez fait, quelle motion vous avez signée au congrès de l'UPS? Là, cette fois-ci? Oui, on n'a pas fait de motion. On n'a pas fait de motion avec Benoît Hamon parce qu'on estimait que dans le contexte actuel, il y avait 2 risques. Le premier, c'était de casser un petit peu la dynamique gouvernementale. C'était pas souhaitable. Ou le deuxième, c'était de faire un beau score, mais de profiter à la déception dans des conditions qui étaient quand même pas tout à fait respectables. Alors, mais Benoît on a Hamon préféré rester aux abris. On a signé la motion majoritaire. Benoît Hamon a signé la motion majoritaire. D'accord. Moi, oui. Alors, ce qui est intéressant avec vous, Henri Emmanuelli, c'est votre conception de l'Europe, parce que vous avez défendu le non à la Constitution européenne, c'est pour ça, entre autres, qu'on vous connaît. Mais vous êtes aussi pour une Europe fédérale, vous arrêtez si je me trompe. Oui. Donc, en fait, pour expliquer, vous, ce que vous préférez. Ça mérite un correctif. Moi, j'ai été celui qui, au Parti Socialiste, parmi les premiers, a été fédéraliste, en disant l'Europe des nations, je comprends pas ce que ça veut dire, parce que je fais sous les yeux, je regarde comme tout le monde, d'ailleurs les États-Unis, en disant il y a des États d'accord, mais des nations. Sauf qu'il s'est produit l'élargissement. Et autant j'étais fédéraliste quand l'époque, jusqu'à ce que l'Europe atteigne 15 entités, pardon. Autant à 27, je me demande si c'est tout simplement possible. C'est-à-dire qu'on peut continuer, oui, comme donc, ça. Moi, si je reste fédéraliste, c'est en me disant si ça doit aller dans le sens du fédéralisme, de toute façon, ça passera par une Europe à plusieurs niveaux. Hein. Il y aura un cercle concentrique qui sera concerné, mais il y a des pays à la périphérie. C'est pas un service à leur rendre d'ailleurs de les intégrer comme on l'a fait, à toute vitesse et sans précaution. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que vous ne le voyez pas en n'ayant pas le recul. Mais quand on a dans les premiers temps de l'Europe agrégé des pays comme l'Espagne, par exemple, on les a aidés massivement pour remonter rapidement pour les intégrer. Hein. Et puis quand il y a eu les vagues ultérieures d'agrandissement, si j'ose dire, comme on n'avait plus d'argent, on leur a pas dit on va vous aider. Dit on vous intègre, c'est tout. On vous intègre surtout et faites jouer. Comme on n'a pas d'argent à vous donner, utilisez vos atouts. Et vos atouts, c'est quoi? C'est la fiscalité. C'est la main-d'œuvre. Et c'est le prix de la main-d'œuvre. Voilà. Donc finalement, il y a un problème au sein même de la construction. Il y a eu 2 processus d'intégration qui ont été complètement différents. Mais en fait, il faudrait faire quoi? Il faudrait commencer par une Europe politique. Mais on fait comment? Moi, je pense qu'il faudrait, mais enfin, c'est pas très original ce que vous dire, hein. Il faudrait commencer par un cercle politique, avec la question de la Grande-Bretagne, quand même, qui se pose de plus en plus, hein. Moi, je me souviens de l'adhésion de la Grande-Bretagne, souhaité par M. Pompidou, avec les socialistes à l'époque qui se sont abstenus parce que ils étaient pas très pour, mais ils osaient pas dire qu'ils étaient contre. Quand on regarde où ils en sont aujourd'hui, ça pose quand même un problème, quoi. Donc, moi, je pense qu'à 5, 6, 10 pays au maximum, l'Europe peut redémarrer, mais ça passe par une Europe à 2 vitesses. Et quant à la relation franco-allemande, elle est devenue ambiguë. Excusez-moi. C'est le problème de François Hollande ou finalement, parce qu'on voit bien que finalement Nicolas Sarkozy avait, on dit, une bonne relation avec Madame la chancelière, mais une relation qui marchait. Non, vous contestez? On dit pas. Ah oui, je conteste. On dit partout au contraire qu'il y avait une quasi-détestation. Oui, une détestation peut-être, mais finalement une entente qui marchait. Et pas de respect. Alors,
Qui marchait pourquoi? Mais finalement, aujourd'hui, ce que François Hollande, ça n'a pas l'air finalement d'être grand amour. Ah oui, mais je vous ai pas dit que c'était grand amour avec François Hollande. Oui. Et d'ailleurs, à titre personnel, je ne souhaite pas que ce soit le grand amour. Mais je pense que François Hollande a réussi quelque chose et c'est quand même d'agréger l'Europe du Sud autour de lui. Hein. Bon, on fait semblant de pas s'en apercevoir en France, mais aujourd'hui, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, ça regarde du côté de la France pour faire contrepoids à l'Europe du Nord. Et ça, c'est une réalité. Et il faut qu'il utilise ce nouveau rapport de force. Et par exemple, sur l'histoire de la supervision bancaire, je ne comprends pas la position allemande. Madame Merkel et Monsieur le ministre des Finances qui donnent des leçons à longueur de journée nous expliquent qu'il faut mettre les choses au carré, réduire les déficits. Et puis quand on leur dit oui, mais ça commence par la supervision bancaire, ils disent on n'en veut pas. Ah, pourquoi ils en veulent pas? Parce qu'ils ont le Landesbank, une quinzaine de Landesbank qui sont garantis par l'État, parce qu'ils n'étaient pas garantis par l'État. Elles auraient une cotation calamiteuse, je n'en dirai pas plus. Mais vous contestez en fait cette importance de l'Allemagne au sein de l'Europe? Je dis surtout les Allemands ne peuvent pas nous faire le coup quand ça nous arrange, ça va bien, et quand on a un problème, on n'en veut pas. Il faut qu'ils choisissent. Là, par exemple, sur l'affaire, sur la résolution de la crise financière, moi je le dis très tranquillement, ils ne sont pas clairs. Ils ne sont pas clairs du tout. Ils refusent les eurobonds au niveau européen, mais le gouvernement fédéral allemand pratique les eurobonds avec les Landes. D'ailleurs, ce qui est bon chez eux est pas bon pour les autres. Sur la supervision bancaire, même chose. Donc c'est un peu hypocrite, quoi. Hein? Hypocrite, je sais pas si c'est le mot. Je dirais plutôt, ils font preuve d'un réalisme cynique, comme ils sont en position de force. Il m'arrive de penser qu'à la limite, la crise ne leur fait pas trop de peine, quoi. Donc en fait, vous n'êtes pas complètement désaccord avec la tribune parue dans Le Monde qui qualifiait Angela Merkel de Machiavel. On va parler un peu plus de vous. Oui, je suis pas sûr. C'est pas une formule forcément très heureuse. Ouais, moi je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est un beau compliment. Est-ce qu'il est mérité, c'est toute chose. Henri Manuelier, on va parler un peu plus de vous, Marine. Machiavel, c'était quand même pas idiot, hein. Et justement, on va continuer sur votre vision des choses et par rapport à votre actualité. Est-ce que finalement, quand vous voyez par exemple des personnages politiques comme évidemment Roselyne Bachelot qui prend sa retraite et devient chroniqueuse sur la TNT, est-ce que ça vous intéresserait? Être chroniqueur? Oui, finalement dire mettre un terme à la politique et finalement continuer dans une autre voie. On met pas un terme à la politique. Qu'est-ce qu'elle fait, Roselyne Bachelot? Elle fait de la politique par notre... Ouais, voilà ce qu'elle fait. Hein. Alors... Puis moi, je me pose pas ce genre de questions existentielles. Hein. J'ai assez de mal à me lever tous les matins et à remplir les journées. Vous êtes assez overbooké en fait en ce moment. C'est ce que nous a dit Philippe en disant qu'il avait du mal à trouver un horaire avec vous. C'est les inconvénients du cumul des mandats? Alors le cumul des mandats, moi je suis un cumuleur avéré. Et assumé Et assumé. Parce que une fois de plus dans ce pays, on a pris un problème qui est réel, de façon de façon latérale ou de façon superficielle. Quelqu'un l'a dit aujourd'hui dans l'IB d'ailleurs fait proteste, mais le cumul en Allemagne est officiel. Ah oui, c'est Brice Hortefeux qui... évidemment, mais moi ça fait 20 ans que je dis ça. 20 ans que je dis, mais bon sang de bonsoir, si les présidents de conseils généraux et les présidents de région étaient membres du Sénat, d'abord, ça serait peut-être plus logique quant au mode de désignation, et on serait dans la situation allemande, et là, il n'y a pas besoin de cumul. Mais alors, mais en revanche, ce que je pense grave, et sur lequel je trouve qu'il y a beaucoup d'inconscience, c'est d'imaginer qu'on peut séparer le niveau national et le niveau local et que ça se passera bien. Moi, je dis, ça se passera mal. Donc la commission Jospin. Parce que je l'ai vécu. L'APA, l'allocation pour l'autonomie. Moi, j'étais parlementaire, j'étais président du conseil général. Quand j'ai vu voter cette loi, je dis, attention, vous allez mettre en grand danger les finances départementales. Mais non. À l'époque, c'était Martine Aubry. J'ai même invité Martine Aubry, envoyé les membres de son cabinet chez moi, j'ai dit, je vais payer la pension et tout, mais qu'ils viennent 8 jours. C'est pas possible. Ils sont jamais venus. Mais c'est pas possible sans cumul de. Mais non, parce que si j'étais pas cumulard, j'aurais pas été à l'Assemblée pour assister au débat sur le vote de l'APA. J'aurais été président du conseil général qui voit arriver la facture. Non, mais ce que je veux dire, c'est sans cumul, on peut quand même mettre des liens avec, par exemple, des conseillers. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand il y a eu cette fameuse APA, moi j'étais partisan avec une dizaine de députés qu'il y ait une obligation alimentaire ou qu'il y ait une possibilité de récupération sur l'héritage. On était minoritaire au groupe. Pourquoi?
Parce que le groupe, il représente, je dis, un milieu urbain dans lequel les appartements ont pris une valeur considérable et on ne veut pas se couper de ses électeurs. C'est pas forcément les mêmes intérêts. Bon. Et qu'est-ce qui va se passer si on déconnecte? Ben, je vous en donne pour 10 ans avant qu'il y ait des cahiers de doléances montant des provinces vers Paris disant que c'est plus supportable et plus acceptable. Voilà ce qui va se passer. Alors c'est déjà vrai pour l'allocation pour l'autonomie, c'est vrai pour le RMI, c'est vrai pour la prestation compensatoire de handicap, etc. Tous les sujets que je vois évoluer, moi, évoluent comme ça. Mais alors finalement, est-ce que vous vous opposez à Paris, on pioute. Ah donc c'est Paris pas finalement sur la réalité. qui veut à nouveau être au centre. Écoutez, il faut croire que l'électeur, lui, a pas... Moi, j'ai été élu au premier tour législatif cette fois-ci. Le cumulaire assumé a été élu au premier tour. Mais alors, le seul du département. Oui, mais ça permet quand même de mieux s'implanter quand on est quand on est président. Et alors, pourquoi ça devient une tare ou un défaut d'être implanté maintenant? Non, mais ça moi, je croyais que justement, ah ben non, ça peut aussi favoriser, quand ils en ont marre, ils se gênent pas, hein. Vous croyez que l'électeur, il y a une forme de mépris, là, j'attire votre attention là-dessus. Une forme de mépris sur le corps électoral et sur le suffrage universel, alors qui pour le coup est très élitiste. À savoir que l'électrice ou l'électeur serait un pantin qu'on manipule, n'est-ce pas? Non, pas exactement. Ben si. Moi, je peux vous assurer que les dernières municipales à Mont-de-Marsan, les gens voulaient plus du maire, ils l'ont sorti, hein. À Dax, ils voulaient plus du maire. Et Dax, qui est une ville de droite, a sorti le maire de droite pour mettre le maire de gauche. Et non pas parce que la ville avait viré à gauche. Parce qu'ils voulaient plus voir le maire. Je veux dire, les gens savent ce qu'ils font, quoi. Quand ils gardent un élu, j'ai la faiblesse de penser, c'est que parce qu'ils en sont satisfaits. Mais ça va être quoi le critère autrement, là? Ça va être quoi le critère? Qu'est-ce qu'on substitue à la décision du suffrage universel? Et là, je constate qu'il y a un mouvement qui est aujourd'hui soi-disant moderne, qui à mon avis est une rescissée du politiquement correct, hein, c'est-à-dire une forme d'ordre moral attardé, qui consiste à dire alors, l'élu, il faut qu'il soit comme ça. Bientôt, on va donner les tranches d'âge, on va donner aussi la profession, et on va donner un jour la formation, quoi. C'est grave, ça. Très grave. Mais alors, pour une réponse claire sur la commission Jospin, vous êtes complètement opposé. Il a beaucoup... Par rapport, quand on voit votre vision sur le cumul des mandats... Ah, mais oui, je viens de vous le dire pendant... oui, justement, donc la commission Jospin, elle n'a rien à faire finalement au gouvernement. Si j'étais très méchant, je dirais que le suffrage universel a toujours mis Lionel Jospin à l'abri de ce genre d'arbitrage. Ça lui fera plaisir. Vous étiez contre lui en 95, donc vous étiez contre lui en 1995 et vous avez... J'étais longtemps avec lui, hein. Enfin, seulement sur les primaires, enfin, j'entends sur les primaires. Oui. Vous êtes vous avez été élu président de la commission de surveillance de la Cour des comptes. Non, de la Caisse des dépôts. Oh, pardon, excusez-moi, oui. Non, mais c'est un lapsus, sérieux. Sur la Caisse des dépôts. Ce qui veut dire concrètement que vous surveillez ce qui se passe à la Caisse des dépôts, c'est ça? C'est un peu plus compliqué, c'est un statut bizarre, la Caisse des dépôts, parce que, Cour des comptes vient d'appeler ça un conglomérat. Il fait pas plaisir aux gens qui travaillent à la Cour des comptes, qui sont 80, Caisse des dépôts. Vous aussi, vous faites. 85 000. Je parle pas des filiales, hein. Il y a beaucoup de monde. En réalité, la Caisse des dépôts, c'est un établissement public. La section générale est un établissement public. Puis il y a un autre établissement public à côté qui s'appelle le Fonds d'épargne. Là, c'est le livret A, le LDD, etc. Et puis la section générale a, par ailleurs, des filiales qui, elles, sont dans le secteur concurrentiel. Donc c'est très difficile d'avoir un regard unifié. Alors surveiller, non, enfin un peu plus que surveiller quand même. On représente ces textes de 1816 revus par la loi de modernisation de 2008. On représente le Parlement à la Caisse, parce que en théorie, en droit même. C'est le Parlement qui est l'actionnaire. Voilà, c'est le Parlement. La Caisse des dépôts est placée sous la responsabilité du Parlement. Et donc, la Caisse, la commission de surveillance, elle fait pas que surveiller. Vous vérifiez que vous vérifiez que tout se passe bien et vous faites en sorte que tout elle va est bien. responsable des fonds propres. C'est elle qui fixe les montants, les autorisations d'emprunt de la Caisse en général. C'est elle aussi qui est responsable du modèle prudentiel et c'est elle qui a son mot à dire quand les investissements sont supérieurs à 150 millions d'euros. Alors alors c'est une cote mal taillée pour vous répondre. Alors comme les élèves de Sciences Po aiment l'administration publique mais dans des proportions assez modérées, on va essayer de prendre un cas concret. Quick. Alors Quick est détenu à 96% par la Caisse des dépôts et des consignations. Mais Quick est une anomalie, qui a été faite à l'époque
Monsieur Maillère, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, c'était même pas Monsieur Romanet. Aujourd'hui, il y a directeur général. Pourquoi je dis que c'est ambigu? Parce que on revient un peu en arrière, si vous voulez. Mm-hmm. On reviendra à Quick après, parce que là aussi, là, vous me servez la tarte à la crème. Oui, mais en même temps, Quick, c'est une grande préoccupation des élèves de Sciences Po. Donc, oui, très grande. Et McDo. Oui, mais bien sûr. C'est ce que m'a toujours dit mon fils. Il me dit, si tu veux pas que j'y aille, il faut que tu augmentes augmentes les flux financiers. Donc, je reviens à la caisse. Le directeur général est désigné en Conseil des ministres. Et il est censé... C'est Jean-Pierre Jouyet aujourd'hui. Voilà, sur la commission de surveillance qui est désignée par le Parlement. Donc, c'est pas clair, tout ça. En réalité, il y a un règlement intérieur assez compliqué qui fait que la commission de surveillance a quand même droit à toutes les informations qu'elle souhaite et son avis est quand même écouté. Vous êtes le surmoi de la Caisse des dépôts. Le surmoi, oui, je sais pas. Non, je crois que c'est très lié à l'entente entre le président de la commission et le directeur général. Où il y a conflit, où il y a complémentarité. Pour l'instant, je trouve du poids, on est dans la complémentarité. Et c'est récent tout ça, parce qu'autrefois, le président de la commission de surveillance était un petit peu fantomatique. Et finalement, il y a pas un petit problème d'opacité. Ouais, revenons à Quick quand même. Quick, un jour, il y a 10 ans, je ne sais plus combien, ou dans les années... C'était 2002, je crois. 2002, voilà. Un directeur général de la Caisse a décidé, avec sans doute l'aval du président de la commission de surveillance de l'époque, d'acheter Quick. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une filiale de la Caisse qui s'appelle Calium, qui s'appelait pas comme ça à cette époque-là, qui s'appelait CDC Investissement ou je ne sais quoi, mais qui fait de l'equity, qui fait du LBO, et qui avait besoin de faire une grande opération sur se positionner sur le marché. Donc ils sont dit Quick, parfait. Quick, parfait, parce que il a eu, je connais pas les circonstances de l'époque. Oui, mais aujourd'hui, il faut pouvoir le revendre. Est-ce qu'on peut le revendre à Burger King, par exemple? Est-ce qu'on peut le revendre à Burger King? Parce qu'il y a plein de gens qui voudraient le retour de Burger King en France, donc ce serait l'occasion qui fait de l'argent. Bah, écoutez, je sais pas si on peut revendre à Burger King, j'en parlerai aux gens de Calium, mais ça se passe pas comme ça, quand même, la revente d'un actif, vous savez, c'est assez compliqué. Je sais, il faut les négocier. Et, oui, il faut les négocier. Mais c'est vrai qu'on peut se dire stratégiquement pourquoi elle est là, quoi. Alors, ce dont je ne me souviens plus, je ne sais pas, parce que je connais pas le dossier, je sais aujourd'hui où il en est aujourd'hui, mais je veux dire, quand je connais pas le dossier, je sais pas pourquoi ça s'est fait à l'époque. Est-ce qu'il y avait un problème de succession? Est-ce qu'il y avait un problème d'actionnariat? Ça, je suis incapable de vous dire. Eh bien, merci beaucoup, Henri Emmanuelli, d'être venu aujourd'hui dans les locaux de Radio Sciences Po. Je vous remercie et on se revoit bientôt pour une nouvelle interview.